Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la stratégie d'investissement et de l'allocation d'actifs globale qu'on peut imaginer pour les prochains mois et les prochains trimestres. Comprenez, pour le deuxième semestre de cette année 2024. Et c'est Alain Bocobza qui est à mes côtés, le responsable monde de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Alain, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On essaye de prendre un peu de distance avec vous sur le day-to-day des marchés. C'est vrai que si je reprends la séquence des derniers mois, on a eu quand même un puissant mouvement de revalorisation des actifs risqués à partir de fin octobre, début novembre, qui a été un mouvement assez global en Europe, aux États-Unis notamment. La Chine, les actifs chinois se sont mis à suivre également ces derniers mois. Une conversation toujours très animée entre les marchés et les banques centrales sur le tempo et le calendrier des baisses de taux à venir. Tout ça nous amène à des marchés d'ailleurs qui peut-être patinent un petit peu aujourd'hui, en tout cas depuis quelques semaines. Quels enseignements vous tirez de cette séquence pour la suite, Alain, et comment est-ce que vous voyez se développer devant nous pour les prochains mois le cycle sur le plan macro-monétaire et bien sûr ce que ça implique pour les investisseurs et les allocations d'actifs en portefeuille? Bon. On a déjà une toile de fond conjoncturelle où les États-Unis sont sortis de surchauffe qu'ils avaient l'an dernier, mais avec des rythmes qui restent robustes. Et ça va être compliqué pour la Banque centrale de commencer trop tôt à baisser ses taux. C'est pas pour ça que la tonalité n'est pas à la baisse des taux, peut-être au début de l'an prochain. Donc pour les États-Unis, pour faire courte une histoire longue, on est no landing, no cut. Ouais. Mais on est sorti de la surchauffe. Et c'est très important parce que le biais de la politique monétaire, il est plutôt à la baisse des taux, avec une question sur le timing d'occurrence, que est-ce qu'il y aura baisse des taux ou hausse des taux. Ce scénario alternatif extrême d'un prochain mouvement qui serait une hausse de taux aux États-Unis, vous l'écartez à ce stade? Ou en tout cas, vous le minorez en termes de probabilité? Impossible n'est pas français ou américain, mais... en parallèle au maintien des niveaux de taux d'intérêt banque centrale à des niveaux plutôt élevés, la Banque centrale américaine a réduit la quantité de son bilan qui se réduit. Le quantitative tightening, comme la réduction du bilan s'atténue. S'atténue, c'est une officielle, montrant par là même que la Banque centrale est particulièrement vigilante sur le risque systémique d'acteurs endettés, qui pourraient ne pas supporter des taux d'intérêt élevés trop longtemps, même si on a besoin pour contrôler l'inflation au niveau macroéconomique. Mais au niveau microéconomique, certains acteurs pourraient souffrir. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être des acteurs importants, cotés ou pas, qui peuvent connaître des difficultés. Donc là-dessus, la Banque centrale, elle est très très claire, qu'elle a un biais vigilant sur le risque systémique pour ne pas que ça se produise. Et s'il ne bouge pas pour l'instant les taux d'intérêt avec un biais baissier sur les taux d'intérêt, donc ça c'est pour les actifs obligataires, pour les actifs actions, c'est un message qu'on écoute quand même. Quel est le biais à partir du plateau et plus long que prévu? Et elle est vigilante sur le fait qu'il ne faut pas retirer trop de liquidités parce qu'il y en a besoin pour aider tous ces acteurs-là. Donc le double message qu'on a, il est quand même assez clair. En Europe, on a évité la récession. C'est un combat entre les baissiers qui nous prédisent tout le temps demain, c'est la catastrophe qui ne veut pas arriver. On n'arrive pas à avoir 2 trimestres consécutifs d'une croissance négative sur les différents pays, y compris en Allemagne, y compris en France, donc montrant bien qu'il y a de la résistance. Et aussi des indicateurs avancés qui montrent qu'a priori, l'Europe va accélérer un petit peu son rythme à elle, dans la deuxième partie de l'année. Et en parallèle, des régimes d'inflation qui se comportent mieux qu'aux États-Unis, donc ils continuent à décélérer alors que les États-Unis c'est plutôt étale, ouvrant la porte pour la première fois de son histoire à une BCE qui va bouger avant la Fed. C'est aussi, je pense, dans les messages politiques, toute banque centrale est un animal politique, un message à la veille de la présidentielle américaine en disant s'il devait y avoir des écarts de politique économique post-élection, ça peut arriver avec l'un ou l'autre des candidats, la Banque centrale américaine serait obligée de réagir, et si l'Europe ne suit pas le même chemin, il faut de l'indépendance. D'accord ? Donc il y a un élément
de décorrélation, où la Banque centrale européenne prend son indépendance, ce qui est un message politique très important. Ouais, C'est la première bien sûr. fois. 6 juin, un 6 juin en plus. Un 6 juin, c'est pas le 8. Donc c'est le voilà. Donc ça c'est une Mais configuration. c'est aussi pour la BCE, petite parenthèse, mais Oui. un moyen de se couvrir contre un ou des risques issus de l'élection américaine du 5 De novembre. prendre son indépendance. C'est une grande fille ou un grand garçon qui a pris son indépendance. L'âge de la maturité, quoi. L'âge de la maturité, elle est écrite en 1999, ça fait 25 ans. Et il y a des possibilités, puisque la croissance est là, mais pas très forte. L'inflation, c'est une victoire politique aussi, d'avoir jugulé un rythme d'inflation qui était très élevé. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Et ça ouvre la porte à un petit peu de baisse des taux. Elle ne pourra pas aller trop loin si la Fed ne fait rien. Mais ça explique aussi le bien meilleur comportement des obligations européennes que les obligations américaines. Il y a une croissance douce et un régime d'inflation qui est mieux contrôlé, donc les obligations se comportent mieux, c'est tout à fait normal. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Dans un contexte... Et ça, c'est peut-être le deuxième point. Là, je comparais un peu les deux grands blocs. Le deuxième point, c'est que il n'existe pas beaucoup de débats sur le fait que les États doivent rester dépensiers, parce qu'il y a de l'indépendance économique, il y a de l'indépendance énergétique, il y a aussi des dépenses militaires, il y a tout un tas de blocs qui sont non pas incompressibles, mais qui peut-être doivent continuer à monter. Donc les États, c'est très compliqué en matière de dépenses publiques, quel que soit d'ailleurs, de part et d'autre de l'Atlantique. On a une configuration dans laquelle les entreprises qui ont des marges qui se tiennent très très bien. Le tout dernier trimestre, on avait des chiffres d'affaires qui ne montent plus pour la plupart des entreprises européennes, mais des marges qui continuent. Donc les entreprises maintiennent un haut niveau de contrôle de leurs marges et de leurs coûts, donc de leurs coûts, donc de leurs marges. Et ça se traduit par des profits qui restent élevés, ça se traduit par des dividendes qui montent. Et quand il y a une rentabilité du capital élevée, des rachats d'actions qui vont se redistribuer sur les secteurs qui en ont besoin. Donc là, on a un phénomène d'extrêmement bonne gouvernance des entreprises qui, quand elles sont rentables, ne font pas, c'est pas n'importe quoi, mais elles sont pas dispendieuses sur l'utilisation des ressources dont elles disposent. Disciplinées. Elles sont disciplinées. Elles sont extrêmement disciplinées. Après des années de chocs multiples. Alors, on a connu dans les décennies passées, dans certains cas, dans des cycles où il y avait beaucoup de profits dans les entreprises, une utilisation de cette richesse excédentaire qui, parfois, n'était pas très disciplinée. Ça s'est terminé dans une crise du marché du crédit. Le marché du crédit est très sage aujourd'hui. Les spreads de crédit, le taux de financement des entreprises est sage, qui est quelque part un indicateur avancé d'un régime de volatilité sur les marchés d'actions qui reste faible, qui était faible et qui reste faible par la bonne gouvernance. Là, on fait de l'ESG, on fait le G de la gouvernance, mais plutôt au niveau macro qu'au niveau micro. C'est un lien direct entre la gouvernance des entreprises et le niveau de volatilité faible qu'on observe aujourd'hui. Évidemment, parce que une utilisation inconsidérée d'un bilan en faisant des acquisitions met parfois des entreprises en danger, et parfois ça se termine mal. S'il y a de la discipline, c'est un terme que je reprends, que je trouve très approprié, le régime de volatilité reste faible. C'est une des raisons. Il y a beaucoup de débats sur c'est quoi ce VIX, c'est quoi ce régime de volatilité sur les marchés d'actions. Une partie des sources historique de volatilité des marchés d'actions, c'est l'endettement ou le surendettement de certaines entreprises qui provoquent des crises régulières. J'entends l'argument. Est-ce qu'on reste, pour les mois, si on se projette sur la deuxième partie d'année, Alain, et vous avez décrit ce qui s'est passé ces derniers mois, et vous avez même utilisé vous-même ce terme de Goldilocks pour les investisseurs. Est-ce que c'est un schéma qui perdure avec la description que vous avez pu nous faire de ce qui nous attend devant nous? Ou est-ce qu'en termes d'investissement, il y a des choses qui doivent bouger dans les allocations par rapport à l'allocation qu'il fallait avoir, encore une fois, ces derniers mois? Alors, il y a peut-être deux idées. La première, c'est qu'après un tel rallye qu'on a connu depuis septembre-octobre l'an dernier avait été très compliqué. Depuis novembre, on a un rallye qui est continu. De temps en temps, il y a besoin de pause. Il est probable qu'on soit dans une pause qu'elle ait déjà commencé, juste pour souffler, pour faire un peu l'état des lieux. Et puis, il y a beaucoup de choses anticipées. Si, je vous disais, il paraît que la BCE va baisser ses taux le 6 juin, si vous êtes pas au je change courant, de métier, voilà, et on ne serait pas les seuls. Et les marchés sont rationnels, les marchés sont efficients. Ils ont tendance à intégrer dans leur prix les éléments qui sont connus et voire certains.
Donc il faut passer à l'étape d'après. La baisse des taux, elle ne sera pas énorme. Donc il ne faut pas attendre des centaines de points de base. On était à 4, on va baisser un peu, mais on ne va pas aller très vite, trop fort. On a besoin aussi de la Fed pour se faire. Ouais. Donc, il y a un premier phénomène qui est le phénomène de pause. Une pause, ça ne veut pas dire qu'on va faire un retracement. Enfin, ce n'est pas notre anticipation nécessairement. Et deuxièmement, dans le cadre de cette pause, il serait rationnel de réduire un peu les écarts entre ceux qui ont pris beaucoup d'avance et les autres. Ouais. Voilà. Et ça a déjà commencé. En franglais, on appelle ça le broadening, l'élargissement des comportements des différents actifs à l'intérieur des marchés d'actions. Ce qui est en retard, ça va dépendre d'un marché. Au Japon, c'est pas tout à fait pareil que ce qui est en retard en Europe ou aux États-Unis. Mais il y a un phénomène d'élargissement. On a beaucoup parlé, voire que ça. On n'a parlé que de concentration de la performance avec un petit nombre de titres gigantesques qui contribuaient de façon majeure à la performance des indices. Et bien là, on a un élargissement. Les retardataires ont leur chance, là. Ils ont déjà commencé à rattraper, ça a déjà commencé. Sûr. Donc exprimons les choses par leur nom. Oui. Et donc au niveau indiciel, quand les très gros animaux, ceux qui représentent des gros poids dans les indices, sont un peu plus lourds, c'est compliqué de voir les indices bouger. C'est pour ça qu'on peut imaginer cette pause. C'est pas pour ça qu'à l'intérieur des constituants des marchés d'actions, il n'y a pas des réallocations, et c'est notre propos aujourd'hui. Très clair. Et des retardataires, enfin, je veux dire, comment ça peut s'incarner? Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher des tailles d'entreprises un peu différentes, hein? Vous dites, c'est quelques valeurs gigantesques qui ont tenu, qui ont contribué majoritairement à la performance des marchés sur ces derniers mois encore. Est-ce qu'on peut aller chercher des tailles d'entreprises différentes en termes de secteur, en termes de marché géographique? Est-ce qu'il y a effectivement des actifs ou des pays à privilégier aujourd'hui par rapport notamment au marché américain, qui a concentré une grande partie de cette performance dans un indice MSCI monde aujourd'hui, Alain? Donc, dans la question, il y a déjà les éléments de réponse. Puisque dans ce qui est en retard, on peut se dire ça fait 10 ans que le marché américain il est en avance sur tous les autres. Donc peut-être le Japon il a déjà très très bien performé depuis 18 mois. Donc il y a un peu les émergents, ça comporte la Chine, ça peut être l'Europe, même les actions au Royaume-Uni ont très bien performé sur la période récente. A priori, l'élection qui se profile ne présente pas de risque macroéconomique dans le nouveau pilotage de l'économie de ce que nous en savons. A priori, ce ne sera pas un choc majeur. Ça l'a été parfois dans l'histoire du Royaume-Uni, mais là, ça ne se profile pas comme cela. Donc c'est parfaitement justifié ce rattrapage qui est en cours. Donc il y a un aspect géographique dans la réallocation. Et il y a aussi un aspect sectoriel qui va dépendre des régions. Parce qu'aux États-Unis, c'était surtout le Nasdaq qui avait progressé avec quelques leaders par là. Donc ça redistribue tout secteur confondu. En Europe, les cycliques avaient plutôt bien performé. Donc là, c'est plutôt un peu plus les défensives. Le secteur bancaire aussi qui est en train de rattraper, c'est le deep value. Et puis, dans les émergents, c'était la Chine, qui avait énormément souffert depuis l'entrée en pandémie, voire un peu avant, et qui a commencé à rattraper. Et ils donnent des signaux en pilotage macroéconomique. Ils ont des velléités de faire repartir cette économie en injectant plus. Donc, c'est parfaitement justifié aussi. Juste en un mot pour finir, parce qu'on a terminé, Alain, est-ce que ça veut dire qu'il faut lâcher un peu le dollar, à un certain stade en tout cas? Il ne faut pas y aller trop tôt. Il ne faut pas lâcher le dollar trop tôt. On a besoin de la Fed. Parce que tant que la Fed dit je tiens mes taux un petit peu plus longtemps que prévu, il n'y a pas de raison que le dollar lâche. Mais on sent que la direction du dollar, c'est compliqué. Ça sera difficilement haussier. Donc le sens de l'histoire, c'est effectivement de faire attention au dollar américain et sa valeur. Le timing n'est pas évident. Pour l'instant, on met moins l'accent sur le dollar que sur d'autres actifs dans les réallocations. Merci beaucoup Alain. Merci pour être venu apporter votre analyse sur la situation des marchés et ce qu'on peut envisager en matière d'investissement et d'allocation d'actifs pour les prochains mois. Alain Bocobza, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale CIB, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart.